Ma famille a trouvé ça hilarant de m'abandonner dans une autre région, en disant « On va voir s'il arrive à revenir », pendant qu'ils riaient et prenaient la route en voiture. Je ne suis jamais revenu, et 15 ans plus tard, ils m'ont retrouvé avec 107 appels manqués. À cette époque, quand j'ai eu 22 ans, j'étais censé travailler à la quincaillerie de mon père et vivre chez moi, car l'université n'était jamais jugée pratique par lui. Sans parler du fait que j'étais toujours traité comme le bouc émissaire par rapport à mon frère, Pierre, son préféré. Nous n'étions pas exactement dans la misère, mais nous n'étions pas non plus du genre à partir en vacances dans des destinations luxueuses. Quand mon père, Jean, a annoncé que nous allions faire un voyage en famille pour le mariage de mon oncle dans le sud de la France, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. À peine 3 jours après le début de ce voyage cauchemardesque, je regrettais déjà de ne pas avoir trouvé une excuse pour rester chez moi. Mon père et Pierre se relayaient dans leur jeu favori, rendre ma vie insupportable. Ma mère, Claire, disait parfois d'une voix douce « Ça suffit », mais nous savions tous que ce n'était qu'un simulacre. Laissez-moi vous raconter un peu sur ma famille. Jean n'était pas un père ordinaire. C'était du genre à te réveiller à 3 heures du matin pour te gronder d'une corvée oubliée, à jeter tes affaires s'il te gênait et à te dire que tu ne valais rien. Dès que tu commençais à comprendre, Pierre a vite appris que ses choix étaient d'être le mini-jeu de papa ou de finir comme moi, et devinez quel chemin il a choisi. Ce matin-là, nous nous sommes arrêtés dans une aire de repos sur une route isolée en Provence, entourée de champs sans fin, avec quelques collines au loin et un petit bâtiment abritant des toilettes avec des distributeurs automatiques. J'avais dormi à l'arrière de notre fourgonnette et j'avais besoin de dégourdir mes jambes et d'utiliser les toilettes. Pendant que mon père et Pierre riaient d'une plaisanterie, ma mère se regardait dans le petit miroir de sa casquette pour retoucher son maquillage. Je me souviens exactement de ce que je portais. Un t-shirt délavé d'un groupe de rock, un jean avec une déchirure au genou et ces vieilles baskets que j'avais depuis toujours. Je n'ai pas pris mon portable, qui chargeait dans la voiture, et j'ai laissé mon portefeuille, parce qu'après tout, pourquoi l'emmener juste pour faire une pause rapide? 10 minutes plus tard, peut-être moins, je suis sorti, clignant des yeux sous le soleil éclatant du midi, mais mon emplacement de stationnement était vide. La fourgonnette vert foncé avait disparu. Au début, j'ai cru qu'ils avaient simplement déplacé la voiture pour une blague stupide. J'ai parcouru toute l'aire, mais je n'ai rien trouvé. Cette sensation de trahison, venant de son propre sang, fait mal d'une manière bien différente. Je me suis assis sur le trottoir pendant 1 heure, essayant de me convaincre qu'il voulait seulement me faire peur et qu'il reviendrait bientôt. Des gens passaient. Certains me lançaient des regards bizarres, et un camionneur s'est arrêté pour me demander si j'allais bien. Je lui ai menti en disant que j'attendais ma copine qui était aux toilettes, et il est reparti. Après la 2e heure, un frisson m'a parcouru l'estomac. Clairement, il ne reviendrait pas. Mon premier réflexe fut d'emprunter le téléphone de quelqu'un pour appeler et supplier qu'on vienne me chercher. Mais juste au moment où j'allais m'approcher d'une mère avec ses 2 enfants, quelque chose m'a arrêté. Toute une vie de souvenirs a défilé dans mon esprit. Chaque humiliation, chaque fois qu'ils se moquèrent de moi, chaque blague qui était en réalité une cruauté pure. J'avais presque l'impression d'entendre la voix de Pierre dire « Je parie qu'il pleure maintenant ». Et celle de mon père, rétorquant « Il s'en sortira s'il n'est pas aussi bête qu'il en a l'air », accompagnée des protestations timides de ma mère, qui ne changeait jamais rien. Alors, j'ai pris une décision. J'ai demandé à cette femme si je pouvais utiliser son téléphone, non pas pour appeler ma famille, mais pour composer le numéro d'un service d'information et obtenir le contact du refuge le plus proche, situé à Toulouse, à environ 40 minutes d'ici. Ensuite, je lui ai expliqué que j'avais besoin d'un coup de main pour aller en ville parce que ma famille avait eu une urgence et qu'ils enverraient quelqu'un me chercher plus tard. Elle a hésité, mais j'imagine qu'elle m'a trouvé inoffensif, car elle a fini par accepter. Cette première nuit au refuge fut un véritable choc. Je n'avais que les vêtements que je portais, sans pièce d'identité, sans argent, sans contact. Un homme nommé David, qui travaillait là, m'a permis d'utiliser l'ordinateur pour chercher l'adresse de mon oncle, celle inscrite sur l'invitation du mariage que j'avais vue. J'ai pensé à y aller pour retrouver ma famille,
Mais en regardant l'écran, je me suis demandé « Pourquoi courir après des gens qui m'ont littéralement abandonné au bord de la route pour une blague ?» Au lieu de cela, j'ai créé une nouvelle. Adresse email, chercher des aides pour obtenir une nouvelle carte d'identité d'urgence et consulter des annonces d'emploi payant en liquide. J'ai élaboré un plan. 2 jours plus tard, je me suis retrouvé à laver la vaisselle dans un petit restaurant nommé Le Soleil. La patronne, Martine, était une dame d'environ 60 ans, avec quelques mèches colorées dans ses cheveux gris et plus de tatouages qu'on ne pourrait s'y attendre. Je suis entré et j'ai demandé s'ils avaient besoin d'aide, en expliquant que mon portefeuille m'avait été volé, mais que j'avais besoin d'un boulot. Elle m'a regardé et a dit « Le lave-vaisselle a démissionné hier. Si tu me voles quoi que ce soit, c'est fini pour toi. Commence maintenant. » C'était la dure réalité. Quand tu touches le fond, tu ne peux que remonter. Pendant 1 semaine, j'ai travaillé en double, dormi au refuge, porté des vêtements donnés, et David m'a aidé à entamer les démarches pour obtenir une nouvelle carte d'identité en contactant le service d'état civil de ma région. J'ai même pu acheter un téléphone prépayé bon marché dans un grand magasin avec mon tout premier salaire. 7 jours après mon abandon, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai décroché et c'était la voix tremblante de ma mère qui me demandait où j'étais et si j'allais bien. Il m'avait cherché partout. Selon elle, tout cela devait n'être qu'une plaisanterie. D'abord, ils avaient attendu 20 minutes sur la route et étaient repartis, sans me trouver. Ensuite, en entendant l'angoisse dans sa voix, j'ai pu entendre mon père ordonner « Arrête tes drames et va vite chez l'oncle Michel ». Et même entendre Pierre rire en disant « Luc, t'es là, dis quelque chose, on est inquiet ». À cet instant, ce froid dans mon ventre s'est transformé en clarté. Il voulait en vérifier si je pouvais me débrouiller seul. J'ai répondu d'une voix plus assurée que jamais « Vous verrez bien, je vais y arriver ». J'ai raccroché, bloqué ce numéro, puis bloqué tous les numéros de famille que je connaissais. Le lendemain, je suis allé dans une boutique de téléphonie et j'ai changé de numéro pour toujours. J'imagine qu'ils devaient devenir de plus en plus furieux avec chacun des 107 appels manqués, réalisant que leur souffre-douleur ne serait plus là pour les marteler. 1 mois plus tard, j'avais mon propre petit studio dans un appartement modeste au-dessus d'une laverie. C'était petit et ça sentait toujours le fabricatif, mais c'était à moi. J'ai décroché un poste d'aide cuisinier au Le Soleil et Martine m'a même appris à couper les légumes sans me couper un doigt. De temps en temps, je consultais mon ancien email, celui que ma famille connaissait encore. Et je voyais des messages de ma mère suppliant « Reviens à la maison, s'il te plaît, on est désolé », de mon père déclarant « Cette enfantillerie doit cesser immédiatement », et de Pierre disant « Frérot, c'était qu'une blague, arrête d'être si sensible ». Je n'ai jamais répondu, pas une seule fois. Voilà comment fonctionne la liberté. Une fois que tu l'as goûtée, il n'y a plus de retour en arrière. Je ne vais pas prétendre que ça a été facile. Certaines nuits, je feuilletais Instagram et je voyais des photos de gens avec de vraies familles qui s'aimaient, et je ressentais une douleur qu'aucun de ces clichés ne pouvait combler. Il y avait des nuits où la solitude menaçait de m'engloutir, et les jours fériés étaient les pires. Mais chaque matin, je me réveillais dans mon minuscule studio, avec cette odeur de fabricatif industriel. J'allais à mon travail en cuisine, où personne ne me traitait d'inutile, et je construisais ma vie, brique par brique. 3 mois après qu'il m'ait abandonné dans cette ère de repos, j'ai vérifié mon email une dernière fois, et j'ai trouvé un nouveau. Message de ma mère, ta grand-mère demande de tes nouvelles. S'il te plaît, fais-nous savoir que tu es en vie. J'ai fermé l'email, supprimé mon compte et jeté mon ancien SIM dans la poubelle derrière le restaurant, Le Soleil, cette même nuit. Martine m'a appris à faire sa fameuse tarte aux pommes et m'a dit que j'avais un vrai talent pour la pâtisserie. Le premier compliment sincère que j'avais reçu depuis des années. Et je n'ai plus jamais regardé en arrière. Puis, 5 ans après cet abandon, j'ai vu sur mon fil d'actualité un visage familier. Pas parce que j'espionnais ma famille, bon, un peu quand même, mais parce que Pierre avait été mentionné dans un article local de presse à propos d'une arrestation à Lyon pour conduite en état d'ivresse et collision avec un poteau. On ne voyait que sa photo prise lors d'un match de foot au lycée, et personne ne parlait de l'image choquante qui suivait.
Voilà comment le destin fonctionne. Il agite à son rythme et n'oublie jamais une adresse. À ce moment-là, j'avais déjà reconstruit une vie en Provence. Mon petit studio au-dessus de la laverie avait cédé la place à un appartement d'une pièce avec de vraies fenêtres. J'étais passé du poste de lave-vaisselle à celui de cuisinier, puis d'aide cuisinier à chef adjoint au Le Soleil. Martine dirigeait toujours le restaurant d'une main de fer dans un gant de velours, mais elle commençait à me traiter moins comme un cas perdu et davantage comme un parent éloigné. Ma première grosse acquisition, après avoir enfin économisé un peu d'argent, fut un bon ordinateur portable. Rien d'extravagant, juste assez pour suivre des cours en ligne en gestion et comptabilité de base, ces matières que mon père disait être pour ceux qui ne savaient pas travailler sérieusement. Je passais mes matinées au Le Soleil, mes après-midi à étudier et mes soirées à travailler, sans jamais dévier de la routine. Je ne vais pas mentir. Les blessures du passé me hantaient encore. Cette incapacité à faire confiance, comme un abonnement que tu peux annuler quand quelqu'un se rapproche trop. En 5 ans, je ne m'étais fait que 2 amis. Mon voisin Michel, qui jouait de la basse dans un groupe de garage médiocre et m'apportait parfois une bière artisanale au goût d'eau de houblon. Et Martine, si l'on peut dire amie plutôt, que patronne. Tout a changé quand Élise a commencé à venir au Le Soleil. Tous les mardis et jeudis, commandant toujours la même chose. Une omelette de pommes de terre sans oignons et un café supplémentaire, assise au comptoir avec un manuel de médecine. J'ai appris plus tard qu'elle avait la manie de se plonger dans ses études au point de rester là, la fourchette à mi-chemin de la bouche, pendant plusieurs minutes. J'ai même chronométré ces moments d'inattention. Le record était de 7 minutes 23 secondes avant qu'elle ne réalise qu'elle tenait toujours des œufs froids. Après 4 mois à lui apporter des cafés jusqu'à ce qu'elle me regarde vraiment, elle a fait une remarque en disant que mon badge était mal orthographié, ce qui n'était pas vrai, mais c'est devenu notre petite blague récurrente. Chaque mardi et jeudi, je portais un badge avec un prénom mal écrit. Lucien, 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 plaisantait-elle. Je feignais la surprise, la forme de drague la plus ridicule qui soit, mais d'une manière ou d'une autre, ça a marché. Notre premier rendez-vous n'avait même pas été planifié. Son groupe d'études s'était désisté à la dernière minute, et elle avait une réservation dans une pizzeria très fréquentée qui s'était soudainement libérée. Avant même que je m'en rende compte, nous étions assis ensemble, réalisant que c'était bel et bien un rendez-vous. 6 mois plus tard, Élise a emménagé chez moi, et 1 an après, nous avons déménagé dans une maison un peu plus grande, modeste, avec 2 chambres, une salle de bain qui fonctionnait correctement et des voisins qui ne faisaient pas de bruit à des heures indues. Pendant ce temps, je suivais la vie de ma famille via de faux comptes. Je n'en étais pas fier, mais c'était comme ça que je faisais. La quincaillerie de mon père a commencé à avoir des difficultés quand une grande enseigne de bricolage a ouvert en périphérie. Je le voyais se plaindre sur des groupes de quartier avec des publications de plus en plus désespérées. Et amères, les réseaux sociaux de ma mère se transformaient en un véritable hôtel de souvenirs, avec des photos anciennes de moments heureux et des messages de nostalgie pour ses enfants. Mais elle ne mentionnait jamais mon nom, comme si j'avais été effacé. Quant à Pierre, il sautait d'un boulot à l'autre, publiant des messages vagues sur des ennemis et de nouvelles opportunités. Typique pour masquer une vie qui s'écroule. 3 ans plus tard, lors d'un inventaire au Le Soleil, Martine m'a appelé à part et m'a dit qu'elle envisageait d'ouvrir une seconde succursale dans une autre partie de la ville. Et m'a demandé si je voulais m'en charger, pas en tant que propriétaire, mais en tant que gérant, ce qui est très différent. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, me demandant si c'était une épreuve ou une plaisanterie, car des gens comme moi n'avaient jamais d'opportunité comme celle-ci, comme le répétait souvent mon père. Mais, las de ces vieilles idées toxiques, j'ai accepté, surtout quand Élise, à demi endormie à mes côtés, murmura que ce serait insensé de refuser. Et quand Michel, dans un moment de discussion brumeuse, dit « Tu gères déjà pratiquement le local d'origine », tout m'est apparu clairement. Ni Martine ni Jean ne m'avaient jamais fait sentir que je ne valais rien. La nouvelle succursale, baptisée Le Soleil Est, a ouvert 6 mois plus tard, plus petite que l'original, et avec un menu qui m'appartenait entièrement.
J'ai travaillé 90 heures par semaine durant cette première année. Perdu 10 kilos, que je ne pouvais me permettre de perdre, et j'ai eu des disputes avec Élise au sujet de mon absence à la maison, allant jusqu'à trouver des petits mots passifs-agressifs collés sur le réfrigérateur. Mais ça a marché. Les clients continuaient d'arriver, la nourriture était délicieuse, et, même si on ne devenait pas riche, on avançait. 4 ans après leur abandon, j'avais économisé suffisamment pour aider Élise à rembourser ses prêts pour ses études de médecine. Pas la totalité, car les factures étaient monstrueuses, mais assez pour faire une différence. Elle a pleuré quand je lui ai montré la confirmation de paiement. Pas ces larmes de cinéma, mais de vraies larmes, le visage rouge et sanglotant. Jamais je ne m'étais senti aussi vivant. C'est alors que ma grand-mère est décédée. J'en ai appris la nouvelle par les réseaux sociaux. Ma mère avait publié un hommage très émouvant, avec une ribambelle d'émojis cœur. Grand-mère Monique fut la seule de la famille à oser s'opposer à Jean, la seule qui m'ait vraiment vu. Elle me glissait souvent un billet de 20 € en douce en me disant de le garder pour m'évader, peut-être pour l'université. Et bien que cela se soit avéré plus littéral que prévu. J'ai envisagé d'assister aux funérailles, allant même jusqu'à regarder les billets d'avion, mais Élise m'a assuré qu'elle irait avec moi et tiendrait ma main pendant cette douloureuse réunion familiale. Michel s'est même proposé de me prêter sa vieille voiture si je préférais conduire, tandis que Martine haussait les épaules en disant « Les morts ne savent même pas si tu es là, alors fais ce qui te rend heureux. » J'ai décidé de ne pas y aller et à la place, j'ai envoyé des fleurs, un bouquet sans originalité, accompagné d'une carte signée simplement « Luc » et sans adresse de retour ni message. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Ma mère parlait de signes et de messages venus d'ailleurs. Pierre faisait des commentaires énigmatiques et Jean restait silencieux. Bien que je savais qu'en pissant de cette coulisse, la tempête faisait rage. Une semaine plus tard, j'ai reçu une demande d'amitié d'un profil au nom aléatoire, sans publication ni ami. J'ai failli la supprimer, mais j'ai lu un message disant « C'est l'oncle Michel. Ta mère m'a donné ton ancien email, mais il a été rejeté. Tu vas bien? Nous sommes inquiets. Ton père a posé des questions à ton sujet. » J'ai bloqué ce compte cette même nuit. Dans cette nuit, j'ai eu ma première crise d'angoisse. En 2 ans, assis par terre dans la salle de bain, à 3 heures du matin, essayant de ne pas réveiller Élise, sentant mes poumons s'effondrer, imaginant Jean me pourchasser, arrivant au Le Soleil, pour détruire tout ce que j'avais bâti. Élise m'a trouvé environ 1 heure plus tard, et sans poser de questions, s'est assise près de moi, posant son épaule contre la mienne, jusqu'à ce que je puisse enfin reprendre mon souffle. Elle m'a dit simplement « Personne ne peut t'enlever ce que tu ne leur as pas donné. » Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat pour obtenir des conseils sur une éventuelle mesure de protection. J'ai renforcé mes paramètres de confidentialité sur tous mes réseaux et j'ai demandé à Martine d'ordonner au personnel de ne pas divulguer la moindre information à mon sujet. C'était des mesures concrètes pour contrôler ce qui était en mon pouvoir. 5 ans après ce jour d'abandon, j'ai épousé Élise lors d'une cérémonie simple dans un parc national. Michel fut mon témoin et Martine prépara le gâteau en pleurant pendant toute la cérémonie, les larmes coulant sur ses rides. La grande famille bruyante d'Élise m'a accueilli immédiatement. Le père d'Élise racontait des blagues de papa qui, étonnamment, ne me dérangeaient pas, et la mère d'Élise me serrait dans ses bras sans déclencher aucune alarme en moi. Voilà comment la famille, parfois, se manifeste quand on cesse de la chercher. Une semaine après le mariage, alors que je consultais mon faux compte tard dans la nuit, j'ai vu une publication de Jean dans un groupe de quartier demandant des informations sur le dernier lieu où avait été vu mon fils, prénommé Alexandre, à Marseille, évoquant une urgence familiale. Il n'y avait aucune urgence réelle. Ce que je ne comprenais pas, c'était pourquoi, après 15 ans de silence, il revenait soudainement vers moi. J'ai enquêté, créé un autre faux compte, rejoint des groupes de ma ville natale, et petit à petit, j'ai reconstitué le puzzle. La quincaillerie avait fermé, la maison de ma famille était en saisie. Ma mère avait des problèmes de santé dont elle parlait vaguement,
et Pierre était revenu vivre chez eux après sa 3e infraction routière. Ils ne me cherchaient pas parce qu'ils me manquaient, mais parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Et pour la première fois en 15 ans, j'ai souri en pensant à eux, non pas par bonheur face à leur malheur, mais parce que je comprenais que je ne me souciais plus d'eux. J'ai fermé mon ordinateur. Je me suis glissé dans mon lit, aux côtés d'Élise, et j'ai décidé que je continuerais de les observer à distance, non par haine ni par amour, mais parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu construis pendant qu'eux s'autodétruisent. Puis, une notification sur LinkedIn a tout changé. 15 ans après avoir été abandonné dans cette ère de repos, la vie que j'avais patiemment bâtie a subi un petit choc. Mon profil avait été consulté 27 fois en une seule journée. Il n'était pas rare que des recruteurs fassent des choses étranges sur ce réseau, mais ce qui m'a frappé, c'était le nom Pierre Mathieu, mon frère. Cela montre comment le passé attend en silence jusqu'au moment de se révéler. À ce moment-là, ma vie en France avait complètement changé. Élise avait terminé ses études de médecine, accompli sa résidence et travaillait 3 jours par semaine dans une clinique locale pour pouvoir passer plus de temps avec nos enfants. Nous avions 2 petits, Lucie, de 7 ans, et Mathieu, de 4 ans. Mon ancien studio au-dessus de la laverie avait cédé la place à une maison modeste de 4 pièces, rien d'extravagant, mais avec un petit jardin où les enfants pouvaient jouer et où j'essayais de faire pousser des tomates, qui ne donnaient jamais vraiment de bons résultats. Le restaurant Le Soleil s'était étendu à 3 établissements. Ce n'était pas une grande chaîne, mais cela me permettait de ne plus être toujours en première ligne, sauf quand un employé faisait défaut. Martine avait partiellement pris sa retraite depuis 2 ans, même si elle continuait à passer de temps en temps pour critiquer notre version de sa recette de tarte aux pommes. J'avais fait la paix avec mon passé, ou du moins, je le pensais. Je suivais encore ma famille à distance, mais ces vérifications étaient redevenues au maximum occasionnelles, une fois tous les quelques mois. D'après ce que j'avais appris, Jean et Claire s'étaient installés dans une maison plus modeste après avoir perdu leur domicile, et Pierre s'était marié, divorcé, puis remarié. Chacun semblait avoir suivi sa propre route, tout comme moi. Pourtant, cette notification sur LinkedIn m'a bouleversé. J'en ai parlé à Élise un dimanche soir, alors que nous plions le linge et regardions à moitié une série à la télé. Elle, tenant une paire de chaussettes dépareillées, m'a demandé si j'allais bien. Je n'ai fait qu'acquiescer, incapable de dire quoi que ce soit, car pendant un court instant, je me suis retrouvé à nouveau ce jeune homme de 22 ans, abandonné dans une aire de repos, avec la voix de Jean résonnant dans ma tête, me traitant d'inutile. 3 jours plus tard, je me trouvais au Le Soleil Est, aidant avec l'inventaire parce que le fournisseur avait envoyé un mauvais type de filtre à café. Quand Anne, qui accueillait les clients, m'a annoncé que quelqu'un de la famille demandait après moi, ma première pensée fut pour les parents d'Élise, qui faisaient parfois des visites surprises. Je suis sorti, déjà en train de réfléchir à comment les convaincre de rester dîner. Ce n'était pas la famille d'Élise qui les cherchait. Jean paraissait plus vieux et plus gris, son allure imposante avait diminué. Claire affichait les marques des années de travail et ses cheveux, teints, et Pierre ressemblait exactement à Jean dans la quarantaine, avec la même façon d'occuper l'espace. Il y avait aussi une jeune femme, probablement dans la vingtaine, qui se tenait à l'écart, comme si elle ne savait pas vraiment où elle se plaçait. Personne ne parlait, et le brouhaha du service déjeuner s'estompe peu à peu, jusqu'à ce que je n'entende plus que le battement de mon propre cœur. Jean fut le premier à rompre le silence, appelant mon nom comme s'il me questionnait, et je hochai la tête, car ma voix semblait avoir pris des vacances. Pendant 15 longues années, j'avais imaginé ce moment de 1000 manières différentes. Dans certaines versions, je leur aurais crié dessus de façon spectaculaire. Dans d'autres, je serais resté froid et distant, indifférent à leur présence. Et il y en avait même où, lors d'émouvantes réconciliations nocturnes, nous en aurions versé des larmes. La réalité, cependant, s'est toujours révélée plus confuse que l'imagination. J'ai désigné une table vide dans un coin, demandé à Anne de m'apporter un peu d'eau, et je me suis assis en face de ces personnes qui avaient jadis été ma famille, attendant.
Il m'avait retrouvé grâce à un petit article dans un magazine local. Une courte chronique avec une photo de moi devant l'établissement original du Le Soleil. Apparemment, une amie d'enfance de ma mère, qui avait déménagé à Lyon, l'avait vu et l'avait transmis avec un message mentionnant les 107 appels manqués, exactement le nombre d'appels passés à mon ancien numéro avant qu'il ne soit déconnecté. Ils ont commencé à parler en même temps. Ma mère expliquait combien ils étaient inquiets. Jean insistait sur le fait que j'avais mal compris ce qui s'était passé. Et Pierre essayait maladroitement de jouer les vieux amis, tandis que l'épouse de Pierre, Claudine, observait avec curiosité. Je les ai écoutés raconter leur version, chacun essayant de justifier ses actes, remarquant comment Jean balançait son regard autour de lui, comme s'il calculait la valeur du restaurant, comment la main de ma mère tremblait en prenant son verre d'eau, et comment Pierre perdait sa contenance dès que je pensais ne pas le voir. Finalement, quand le silence s'est installé, j'ai posé la seule question qui importait. Pourquoi maintenant? C'est alors que la vérité a commencé à se dévoiler par bribes, entre des silences gênants. Jean a avoué qu'il avait des factures médicales impayées, des problèmes cardiaques, et qu'il n'avait pas d'assurance, que la seconde maison familiale était en procédure de saisie, que l'affaire de Pierre, vaguement liée aux crypto-monnaies, avait échoué de manière spectaculaire, et que ma mère avait besoin d'une opération du genou qu'elle ne pouvait pas se permettre. Ils n'étaient là ni pour se réconcilier, ni par amour, mais parce qu'ils avaient besoin d'argent. J'aurais dû être en colère, peut-être même les expulser de ma vie. Mais au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange compassion. Cette famille, qui dominait jadis mon univers, semblait désormais si petite et désespérée, simplement des personnes brisées. Je les ai invités à dîner chez moi ce soir-là, leur disant que j'avais besoin de temps pour réfléchir et pour en parler avec Élise. Ils ont accepté immédiatement, et dès cet après-midi, Jean considérait déjà l'affaire comme réglée. Cet après-midi-là fut surréaliste. Je suis allé chercher Lucie, qui prenait des cours de danse, et j'ai aidé Mathieu à préparer sa présentation à l'école maternelle, tout en envoyant des messages à Élise pour l'informer de qui viendrait dîner. Elle s'était proposée d'emmener les enfants chez sa sœur, mais j'ai insisté pour qu'ils soient tous présents, que ma famille rencontre la leur. Le dîner consistait en enchiladas au poulet, ma spécialité. Rien d'extraordinaire, juste une recette que j'avais perfectionnée au fil des ans à partir d'un mélange industriel. Lucie a dressé la table toute seule, en plaçant les couverts de manière incorrecte, jusqu'à ce que notre ami Romain intervienne discrètement pour rectifier le tout, et Mathieu a insisté pour porter son costume de Spider-Man, parce que c'était mardi, et apparemment, le mardi était devenu le jour du super-héros. Lorsque la sonnette a retenti, j'ai failli laisser tomber l'assiette. Élise m'a serré le bras et m'a murmuré qu'elle serait toujours là pour moi, quoi qu'il arrive. Les enfants regardaient, intrigués, sentant que quelque chose d'important se passait. C'est drôle comme les moments que tu redoutes t'en finissent de par arriver, à la fois pires et meilleurs que ce que tu imaginais. Les présentations furent maladroites. Jean continuait d'appeler Élise par le mauvais prénom, malgré les corrections. Claire ne cessait de pleurer en voyant les enfants, ce qui rendait Mathieu nerveux. Et Pierre avec Claudine s'efforcèrent de tenir une conversation normale, bien que Pierre glissait parfois des remarques sur l'importance de l'entraide familiale. Après le dîner, Élise a emmené les enfants se laver et se coucher, me lançant un regard qui disait clairement « Envoie-moi un message si tu veux t'enfuir ». Ensuite, je me suis retrouvé seul dans un salon qui semblait soudainement trop petit. Jean a commencé à parler de la façon dont la famille reste toujours unie, affirmant qu'il avait toujours su que j'allais m'en sortir et qu'ils avaient juste besoin d'un petit coup de pouce, un prêt de 20 000 €, bien sûr. Je l'ai laissé terminer, puis je lui ai demandé s'il se souvenait de ce qu'il m'avait dit pour mon 18e anniversaire. Il est resté sans voix. Je lui ai rappelé « Au moins, tu ne peux plus me décevoir maintenant que je ne suis plus ta responsabilité légale. » J'ai demandé à ma mère si elle se souvenait de ce qu'elle avait fait quand Jean avait jeté ma lettre d'admission à l'université à la poubelle. Elle m'a répondu qu'elle n'avait rien fait. Et j'ai interrogé Pierre s'il se souvenait lui avoir dit à ma première petite amie que j'étais un cas perdu. Quand elle est venue me chercher, tout le monde s'est mis mal à l'aise et a trouvé des excuses.
La voix de Jean a alors pris un ton menaçant, celui qui me faisait toujours me recroqueviller. Mais je n'avais plus envie de me replier. J'étais désormais 15 ans et 1 million de kilomètres loin de ce gamin. Je suis allé à mon bureau, je suis revenu avec une enveloppe et je l'ai tendue à Jean. À l'intérieur se trouvait un chèque de 73,50 €, exactement le prix d'un billet de bus d'Albi jusqu'à ma ville natale en 2010, le même coût qu'il m'aurait fallu pour rentrer chez moi après leur abandon. Un silence absolu s'est installé, puis Jean a commencé à crier, me traitant d'ingrat et d'égoïste, affirmant que j'avais toujours été une déception, pendant que les plus grands succès de mon enfance jouaient une dernière fois. Je n'ai pas répliqué. Je ne me suis pas emporté. Je me suis simplement levé et leur ai dit qu'il était temps de partir. Ma mère a tenté une autre approche, pleurant et suppliant. « Comment peux-tu faire ça à ta famille ?» Pierre est devenu froid. Le masque du frère aimable s'est effondré et Claudine semblait honteuse pour tout le monde. Quand ils sont finalement partis, Jean a froissé le chèque et l'a jeté devant la porte. J'ai fermé la porte, m'appuyant contre elle, les jambes tremblantes, et Élise est descendue pour me demander si j'allais bien. J'ai juste hoché la tête, incapable de faire confiance à ma propre voix. Nous avons rangé la vaisselle en silence, vérifié que les enfants dormaient, et nous sommes préparés à dormir comme si de rien n'était. En configurant le système de sécurité, j'ai regardé la caméra de la porte sur mon téléphone et je les ai vus encore dans l'allée, en train de se disputer. Jean gesticulait frénétiquement, ma mère pleurait, et Pierre regardait. La maison avec un mélange d'envie et de rancœur que je connaissais trop bien. Finalement, ils sont montés dans une voiture de location et sont partis. Je ne les ai plus jamais revus ni entendus parler d'eux. Ce chapitre s'est fermé. Parce qu'en fin de compte, la meilleure vengeance n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu vis. Chaque moment heureux avec mes enfants, chaque blague complice avec Élise, chaque dimanche tranquille sans peur, chaque jour ordinaire dans... Une vie que j'ai construite à ma manière. Je ne suis pas retourné chez moi. J'ai fait quelque chose de mieux. J'ai bâti mon propre foyer.